En fait, les progrès technologiques peuvent modifier la relation patient-soignant dans une optique très positive. Je pense que le plus important, c'est de les amener de façon appropriée par rapport aux patients. De nos jours, les patients, même âgés, savent de plus en plus comment utiliser la technologie. Et parfois, les craintes des soignants peuvent être que les patients ne sauront pas comment utiliser une technologie ou une application, alors qu'en fait, on se rend compte souvent que c'est le contraire. Certains, on doit gérer le changement, on doit leur apporter, mais une fois cette phase-là passée, souvent l'utilisation qu'ils en font est très, très appropriée et peut beaucoup apporter à la relation patient-soignant. Entre autres, en donnant une meilleure accessibilité aux patients envers le soignant, en permettant de s'échanger de l'information non seulement en direct, mais aussi de façon qu'on appelle asynchrone. Et je pense que là est la clé lorsqu'on introduit une technologie, les nouvelles technologies avec les patients, est de pouvoir avoir une façon de le faire autant de façon directe et que de façon indirecte ou asynchrone. Alors, de cette façon, si le patient doit, par exemple, rapporter le résultat d'une tension artérielle, d'une glycémie, d'une plaie qui guérit mal envers son soignant, s'il peut le faire en tout temps, n'attendant pas nécessairement une réponse immédiate, mais il peut le faire et il a les moyens technologiques de le faire, il va pouvoir l'apprivoiser et le faire à son rythme. Si ça doit être absolument du direct avec une application, il est un peu stressé par le temps, peut-être qu'il va avoir une mauvaise perception de la technologie, alors qu'en y allant de façon graduelle avec un bon accompagnement, le tout peut n'être que bénéfique en amenant beaucoup de meilleur accès, économie de temps, économie bien sûr monétaire, en évitant que le patient attende avant de parler de certains symptômes ou avant de rapporter des problèmes et donc peut-être être mieux traité, moins de complications et donc moins de coûts pour le système de santé. Alors je pense que la relation patient-soignant avec les nouvelles technologies, si le tout est bien amené, peut avoir un impact important autant pour le soignant que pour le patient. Alors, il est clair que d'amener des nouvelles technologies dans un milieu qui est le milieu médical, qui souvent est un bateau qui prend beaucoup de temps à changer de cap, il y a une résistance qui peut parfois venir du côté du patient, parfois du côté du soignant ou les deux. Mais il faut malgré tout persévérer parce que si on gère bien ce changement-là, il va y avoir des résultats très positifs. Mais on rencontre de façon quotidienne, que ce soit au niveau des administrateurs, que ce soit au niveau des patients comme tels ou de ceux qui s'occupent d'équipes très occupées et qui ne prennent pas le temps ou qui disent qu'ils n'ont pas le temps de pouvoir intégrer de nouvelles technologies. En fait, le plus important, la technologie comme telle, bien sûr, est un outil pour permettre d'apporter des soins de façon différente. Mais le plus important, c'est de simplement, bien, ce n'est pas si simple, mais d'organiser la façon que les soins sont donnés. La technologie est au service du patient, au service du soignant. Alors, il faut que l'avènement des technologies soit perçu comme simplement un changement de façon de donner les soins, de donner l'accès au patient centré sur le patient et non le contraire, où tout est centré sur le soignant. Et donc, il ne faut pas que les gens aient peur de la technologie qui n'est qu'un outil, mais plutôt se disent comment doit-on se réorganiser sans nécessairement de grands coûts pour pouvoir utiliser la technologie à des fins qui vont aider la relation patient-médecin avec de meilleurs soins. Un point qui est très important, surtout quand on parle, entre autres, de soins à distance en utilisant les différentes modalités de télésanté, la télémédecine existe depuis près de 30 ans et donc, ce n'est pas là qu'on réinvente la roue, mais la façon de pouvoir amener des choses innovantes et de faire une utilisation plus simple, plus accessible, peu coûteuse de moyens de communication à distance. L'innovation n'est pas nécessairement une innovation technologique en soi avec des choses très nouvelles et très rares et des choses là, vraiment un peu flyées, comme on dirait, mais vraiment d'utiliser la technologie dans des nouvelles applications de façon plus simple et qui rentre dans le mode de vie des gens pour pas qu'on essaie d'imposer quelque chose de nouveau qui ne sera pas adopté. Il faut pouvoir utiliser les technologies qu'ils ont, leur téléphone cellulaire, leur ordinateur à la maison, leur iPad, non seulement du côté technologique, mais du côté utilisation, mode de vie,
Et ça, si on l'amène bien, c'est une innovation, de pouvoir donc faciliter l'utilisation de technologies existantes. Alors, l'avènement des technologies, pour moi, je le vois comme une innovation, mais le fait de bien organiser cette entrée-là et de pouvoir arriver à des projets porteurs, c'est ça la vraie innovation, plus que simplement la technologie qui est un outil pour arriver à des projets innovants, porteurs, qui auront des résultats. La création de Reax, en fait, remonte à un point simple. Ce point-là, c'est le fait, j'ai toujours été impliqué dans les 12-15 dernières années dans le différents volets technologiques reliés à la médecine, parce que j'ai toujours bien aimé les technologies. Et parfois, j'arrivais à des moments où ce que j'avais besoin n'existait pas. Et je suis du genre à pouvoir me poser la question, si le tout n'existe pas, pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Et si je ne le trouve pas, pourquoi ne pas le créer? Et donc, avec une certaine composante d'un esprit entrepreneurial, en mettant les ressources ensemble, autant technologiques que humaines, dans les dernières années, j'ai pu créer des programmes d'enseignement en échographie. J'ai collaboré à la création d'un simulateur d'échographie dans le milieu des années 2000. Et l'idée était donc de pouvoir mieux faire, de pouvoir amener des méthodes qui n'existaient pas pour rehausser l'enseignement. Et après m'être déplacé un peu partout en Amérique du Nord pendant des années pour donner plusieurs cours par mois, je me suis dit, il y a des façons de pouvoir collaborer, enseigner, prodiguer des soins à distance, mais allant au-delà des plateformes existantes. Et c'est là qu'en 2012, j'ai commencé à travailler sur Reax en écrivant un document de 140 pages des différentes choses que je voyais qui seraient nécessaires pour avoir une collaboration beaucoup plus intime, beaucoup plus proche, beaucoup plus dynamique. Et le premier souci fut celui de la sécurité, puisque c'est le milieu médical. Le deuxième, ce fut la simplicité, pour qu'autant un patient, qu'un neurochirurgien, qu'une infirmière puissent collaborer ensemble ou de façon séparée avec des patients ou avec d'autres intervenants. Et je n'ai pas trouvé dans l'espace technologique qui existait de produits qui faisaient ça. Alors j'ai donc, à travers les différents mois de recherche et de développement, été voir les utilisateurs et basé sur ma propre pratique, qui est une pratique hybride entrepreneuriale de création et de clinique, alternant entre les soins intensifs et le parti plus développement. Et donc, avec le temps, c'est une façon de créer une nouvelle façon de faire qui est basée directement sur le besoin de l'utilisateur et ce amène donc quelque chose qui va être très pertinent dans l'espace clinique. C'est donc comme ça que Reax a vu le jour et j'ai pu ensuite, à travers différents projets pilotes avec des collaborateurs de différentes spécialités un peu partout au Québec et ailleurs dans le monde, donc raffiner le tout, améliorer les choses, simplifier les choses et ça nous a amené à travailler avec des gens extraordinaires dans différents domaines. Par exemple, nous travaillons avec l'équipe de l'hôpital Sainte-Justine, qui est un des hôpitaux pour enfants majeurs de la région de Montréal et du Québec. Et une des problématiques qu'ils avaient, c'est par exemple dans la discipline de l'orthophonie, où ils devaient faire parfois des sessions répétées avec des enfants. Ce n'est pas facile pour les parents, entre autres, d'avoir à se déplacer plusieurs fois par semaine ou par mois, de perdre une demi-journée de travail pour peut-être une session de 15, 20, 30 minutes pour faire des exercices qui sont très importants pour l'enfant, pour mieux parler, mieux comprendre. Parfois, ce sont des soins de trachéostomie. Il y a différentes choses qui peuvent être faites. Mais donc, les parents faisaient même des plaintes parce qu'ils voulaient pouvoir communiquer à distance avec des plateformes qui ne sont pas sécurisées. Alors, l'hôpital disait, c'est pas possible. Et quand on a commencé à travailler ensemble avec Reax, ils ont pu proposer aux patients et aux parents d'être à domicile et de se connecter à l'heure prévue et donc pouvoir faire la session de chez eux avec l'équipement qu'ils ont. Lorsque le tout a commencé, les orthophonistes au début devaient un peu avoir une nouvelle façon de travailler qui n'était pas toujours facile. Et quand ils ont bien entré là-dedans, ils se sont rendus compte que c'était à peu près équivalent, puis parfois meilleur, d'avoir cette communication-là à distance en évitant les déplacements, plus convivial pour le parent, pour le patient. Et donc, c'est le genre de choses qui fait du bien à entendre, de pouvoir voir qu'on aide les gens à avoir des soins quand ils veulent, où ils veulent, et c'est plus simple pour le praticien, plus simple pour le parent et l'enfant. Et il y a même un côté un peu ludique, où l'enfant peut appuyer sur des boutons, voit la personne et est encore plus impliqué
que d'aller attendre 1 heure et demie dans une salle d'attente, faire 30 minutes d'auto ou plus. Et donc, on change l'expérience du patient, du pratiquant et du parent. Et donc, l'hôpital Sainte-Justine a pu faire un projet vraiment formidable. Dans un deuxième temps, une autre équipe de collaborateurs avec qui nous avons fait différentes interventions, c'est l'équipe du Centre hospitalier universitaire de santé McGill, l'équipe du PNAVD, qui est le programme de ventilation nationale à domicile. C'est une équipe incroyable qui est multidisciplinaire, qui s'occupe des centaines, je pense qu'ils ont environ 1500 patients dans leur programme. Ils couvrent tout le Québec, c'est unique au Canada. Et ils peuvent porter assistance à des patients à distance qui sont soit sur des respirateurs ou sur différents types d'assistance à la respiration, avec des pathologies comme la sclérose latérale amyotrophique, des patients qui ont eu des blessures médulaires et plein d'autres choses. Et donc, ce sont des patients à mobilité réduite. S'il faut demander à ces patients-là de se déplacer, c'est difficile pour leurs soins. Ils peuvent manquer des rendez-vous et donc avoir un soin et un suivi sous-optimal. Alors, le programme du PNAVD a commencé à utiliser REACS en utilisant l'équipement des patients, en leur demandant de télécharger l'application. Et ça leur permet de faire, bien sûr, du visuel à distance, de l'auscultation à distance, pouvoir voir leur machine, voir si les paramètres sont bien ajustés, envoyer les fichiers qui contiennent l'information et les données des machines, pouvoir les consulter, et tout ça de façon simple, conviviale. Et donc, ça leur a permis de pouvoir déployer d'autant plus leurs services et d'avoir encore plus d'efficacité, et ce, à peu ou pas de coût. Et donc, c'est donc un point très important encore là d'amener cette facilité de communiquer, un plus grand accès et une plus grande efficacité des soins, ce qui peut diminuer peut-être les complications. Si quelqu'un n'a pas besoin d'aller à l'hôpital parce qu'on a pris à temps un épisode de bronchospasme ou d'infection bronchique, c'est des centaines de dollars, des fois des milliers de dollars qui peuvent être sauvés en évitant des épisodes de soins. Alors, un troisième projet très intéressant qu'on a fait avec l'équipe du Centre hospitalier universitaire de Montréal, le CHUM, fut axé beaucoup plus sur la partie de supervision à distance où des neurochirurgiens pouvaient superviser les résidents en dernière année de formation à faire des chirurgies pendant parfois quelques heures sous une vision directe, mais dans une pièce séparée. Et donc, laisse de l'autonomie à la personne, mais le supervise de très près, peut pointer vers des structures, voir plusieurs signaux vidéo en même temps. Et le projet a été fait, environ 20 chirurgies, des neurochirurgies, que ce soit du cerveau, de la colonne, ont été faites. Et l'appréciation a été que vraiment, il y avait un bon rehaussement de l'apprentissage, de l'autonomie et de la confiance en soi pour les résidents. Et ceux qui donnaient la formation pouvaient avoir une façon encore plus directe d'être impliqués dans la formation et le débriefing par la suite pour parler un peu de ce qui s'était fait. Donc, toute la partie supervision-formation est un élément aussi très important. Donc, pour les différentes façons que la technologie pour les soins à distance peut être utilisée, on parle souvent de soins à distance, c'est une chose. Mais le patient ou d'autres intervenants peuvent avoir besoin de formation, peuvent avoir besoin de supervision pour poser des gestes. Ça peut être lors de formation, mais ça peut aussi être si quelqu'un soigne une plaie à distance, peut avoir besoin de quelqu'un qui lui dit comment changer ou enlever la petite partie nécrosée, comment appliquer la crème. Alors tout ça, ce sont des soins, mais c'est une supervision, c'est une téléassistance. Alors donc, le volet soignant des soins est une chose, mais toute la partie supervision, assistance, formation est très importante, autant pour des professionnels que pour des patients. S'ils sont mieux formés, s'ils comprennent mieux leur maladie, ils vont pouvoir être plus en santé et on peut le faire à distance sans que le patient vienne dans un bureau. Les soins à distance peuvent aussi amener des économies importantes. Je vous donne un exemple, par exemple, avec les soins de plaie. Si on prend quelques statistiques du Québec, il y a environ 160 000 patients par année qui souffrent de plaies significatives, comme entre autres les plaies diabétiques. Chaque patient a en moyenne besoin d'environ 15 visites en clinique pour pouvoir bien faire la prise en charge, le suivi et tout, ce qui est beaucoup de déplacements pour des gens qui souvent sont à mobilité réduite et dans des contextes d'un hiver difficile au Québec et parfois de la mauvaise météo, peuvent manquer des rendez-vous et potentiellement avoir des complications. Chaque patient, si les complications se développent, ça peut entraîner des coûts d'environ 9 000 $ par patient. Alors, si on compte 160 000 fois 9 000 $, ça fait beaucoup de coûts. Alors, avec des programmes de soins de plaie à distance,
la prise en charge est meilleure et on peut donc diminuer de beaucoup les visites du patient puisqu'une bonne partie peut se faire à distance et interrompre le cycle négatif qui peut s'ensuivre quand une plaie ne va pas bien et n'est pas prise en charge et donc de façon très importante diminuer les coûts. Un autre exemple qui n'a rien à voir avec les soins, sur la côte nord du Québec, il y a des autopsies qui ont besoin d'être faites, il n'y a pas de pathologiste. Alors, en transport de cadavres, ça coûte 1 à 2 millions par année, simplement pour les transporter. Alors que de pouvoir faire le tout avec un technicien sur place qui fait la procédure et un pathologiste qui peut être à Québec ou à Montréal, les coûts peuvent être de quelques milliers de dollars et donc sauver de façon significative, sans complexité pour réorganiser le tout. Et donc, les coûts sont significatifs et donc, ce n'est pas nécessairement des coûts importants pour amener la technologie, c'est simplement l'organisation des soins qui doit être modifiée pour permettre que la technologie ait tout son sens. En fait, au Québec, plus ça va, plus le concept qui est porté est celui de mettre le patient au centre des soins. Ça fait plusieurs années que le tout est amené dans les différents forums, mais maintenant, plus ça va, plus les différentes organisations de soins sont en train de vouloir vraiment l'appliquer et le faire arriver. On pourrait dire « make it happen ». Je dirais que la transformation réelle de le faire arriver n'est pas là encore, mais au moins on voit qu'il y a beaucoup de moyens qui sont pris. On en discute beaucoup plus dans les forums. Alors, au Québec, au Canada, c'est une préoccupation qui est au centre de beaucoup de discussions présentement. Ce n'est pas sur le terrain, je dirais, vraiment présent de façon significative, mais au moins on sent que la transformation est là et c'est une priorité pour beaucoup de sociétés. Alors, je dirais que ça s'en vient. Les moyens technologiques sont là, la volonté est là. Maintenant, il faut juste que ça arrive, mais c'est clairement une priorité de recentrer les soins vers le patient plutôt que de tout focusser sur les hôpitaux et les soignants.